Salut à tous. La guerre en Iran est en train de remodeler le monde tel que nous le connaissons. Le CGRI a montré avec quelle facilité un carrefour de transit clé comme le détroit d'Ormuz peut être effectivement fermé et à quel point cela peut créer une pression immédiate. Il reste à voir comment cette guerre va évoluer. Mais il faut bien croire que des pays et des acteurs non étatiques partout dans le monde prennent déjà des notes. Certains se demandent quel pourrait être leur propre équivalent du détroit d'Ormuz, tandis que d'autres travaillent à de nouveaux systèmes pour éviter ces points de passage critiques. Tout cela va changer la manière dont le monde fait circuler l'énergie, les marchandises et le pouvoir. Pour l'instant, la situation se trouve quelque part au milieu d'une impasse et peut être, avec un peu d'espoir, d'un accord, mais pour comprendre l'ampleur de ce qui se passe, il faut prendre un pas de recul. Ormuz représente environ 20 à 25% de l'énergie mondiale, environ 50% de l'hélium mondial et environ 25% du GNL, c'est-à-dire du gaz naturel liquéfié dans le monde. Environ 15% des conteneurs passent aussi par Ormuz parce qu'ils sont transbordés à Jebel Ali. Le monde n'est pas vraiment conçu pour absorber le retrait soudain de 25% de son énergie pendant 2, 3 ou 4 mois. Il faut comprendre cela comme le moment Covid, un œuf du marché de l'énergie. Pendant la Covid, un œuf, les gens se sont soudainement réveillés face à des pénuries de biens de base, même de papier hygiénique, et ont commencé à penser en termes d'échange. Des œufs contre du papier hygiénique, des produits essentiels contre d'autres produits essentiels. Le même type de choc apparaît maintenant dans l'énergie. Dans de nombreux endroits en Asie, en ce moment, il n'y a pas de carburant. Les gens ne peuvent tout simplement pas faire le plein de leur voiture. Peu importe ce qu'ils veulent payer, le carburant n'est pas là. Le grand tableau, c'est que le monde approche de la fin de la période où les gens peuvent compter sur les réserves. Voilà pourquoi ce qui se passe à Ormuz compte autant. Les États-Unis peuvent avoir l'impression d'être relativement à l'abri de ce choc. L'essence peut coûter plus cher qu'elle ne l'a été depuis un certain temps, et faire le plein peut être plus douloureux que d'habitude, mais au moins l'essence existe encore. C'est une situation très différente de celle des endroits où les gens ne peuvent tout simplement pas faire le plein de leur voiture. La raison, c'est le pétrole de schiste. Il y a environ 10 à 15 ans, les États-Unis ont connu une percée technologique dans la fracturation hydraulique et ils sont passés du statut d'importateur d'énergie à celui d'exportateur d'énergie. Ils produisent maintenant plus d'énergie que l'Arabie Saoudite, qui était auparavant la référence évidente. C'est pourquoi les États-Unis sont absolument protégés contre ce problème énergétique précis. Lorsque le président Trump et le secrétaire exec disent que les États-Unis n'ont pas besoin de cette énergie du Golfe et que ce n'est pas vraiment le problème de l'Amérique du point de vue énergétique, ils ont statistiquement raison. Les États-Unis sont protégés à 100% contre ce problème. L'Europe, le Royaume-Uni et l'Asie ne le sont pas de la même manière. Naturellement, dans le monde de Trump, c'est pas notre problème, peut être étiré jusqu'à couvrir tout sauf le décor de la conférence de presse. Mais l'impact pourrait quand même atteindre les États-Unis, pas nécessairement par la facture d'essence, mais par le marché boursier et l'inflation mondiale. Les bénéfices américains ont été exceptionnellement solides, en partie grâce à la révolution de l'intelligence artificielle, ce qui est évidemment important. Mais si le pétrole crée un problème d'inflation mondiale plus large, cela touchera quand même les États-Unis. Il existe de nombreux scénarios où les États-Unis pourraient être touchés. Par exemple, si l'Iran était autorisé à facturer de l'argent par ce qui serait essentiellement un péage iranien pour traverser le détroit d'Ormuz, d'autres pays pourraient commencer à penser de la même façon. Le ministre indonésien des Finances a déjà soulevé l'idée de savoir pourquoi l'Indonésie ne ferait pas la même chose. Si le Maroc et le Portugal faisaient cela à Gibraltar, si le Panama le faisait au canal de Panama, si le Chili le faisait autour de la pointe de l'Amérique du Sud, ou si la Turquie le faisait au Bosphore, l'effet se multiplierait rapidement. Ajoutez $1 par baril dans 10 endroits différents, et soudain, le pétrole coûte $10 de plus par baril. C'est 10 ou 15% de plus, et cela signifie une inflation mondiale. C'est un moment très important pour de nombreuses raisons différentes. Et si chaque point de passage devient un poste de péage, quelqu'un avec une cravate rouge appellera probablement cela le plus grand accord d'infrastructure de l'histoire. Cela se compare au choc de la Covid. Un œuf, parce qu'avant la Covid, un œuf, les chaînes d'approvisionnement reposaient sur la livraison juste à temps.
Les détaillants ne conservaient pas de gros stocks ni de grands entrepôts parce qu'ils partaient du principe que les marchandises pouvaient être expédiées par navire et arriver plus ou moins à l'heure à un jour près. Les stocks étaient en réalité des stocks sur l'eau. Les marchandises arrivaient quand elles étaient nécessaires et le système fonctionnait ainsi. Après la Covid, le monde est revenu vers une logique de précaution, du juste au cas. La question est devenue, que se passe-t-il si l'expédition ne peut pas se rendre jusqu'à vous ? Cette même question est maintenant visible dans le détroit d'Ormuz. Une grande quantité de commerce y est bloquée, avec plus d'1 millier de navires coincés. L'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis tentent d'établir un pont terrestre vers la Jordanie pour faire entrer des conteneurs en Europe ou depuis l'Europe parce que les marchandises sont bloquées. Ils ont besoin de fournitures, nourriture, meubles et tout le reste nécessaire à l'intérieur du Golfe. Mais la crise du détroit d'Ormuz semble différente de la Covid. La Covid, est arrivée, puis elle est passée sur une certaine période et le monde a fini par ajuster sa façon de gérer les chaînes d'approvisionnement. Avec Ormuz, la question est de savoir si la situation est durablement différente pour l'avenir. Elle pourrait ne pas simplement revenir à ce qu'elle était. C'est aussi le résultat de dynamiques géopolitiques plus profondes. Il n'est pas certain que le monde revienne au système géopolitique précédent. L'ordre de l'après-Seconde Guerre mondiale est terminé. L'ancien modèle, dans lequel les États-Unis agissaient comme le policier du monde libre, finançait l'OTAN et l'Europe, puis répondait aux crises en envoyant 250 000 de soldats et plusieurs groupes aéronavals, n'est plus le même. Le président Trump en avait déjà parlé pendant son premier mandat et il existe maintenant un consensus plus large aux États-Unis à ce sujet. Avec le problème de dette de l'Amérique, très peu de gens aux États-Unis soutiennent que le pays devrait simplement continuer à payer pour le reste du monde. Ce monde-là ne reviendra pas. La version slogan était plus simple, bien sûr, dépenser moins, fanfaronner plus et laisser la carte s'occuper des détails. Les conséquences se voient aussi en Russie et en Ukraine. La Russie a envahi l'Ukraine et c'est devenu une guerre mondiale à bien des égards, ou du moins une guerre européenne aux conséquences mondiales. Mais la Russie tient toujours debout. Elle a été sanctionnée, elle a été frappée économiquement, mais Poutine reste au pouvoir. La Russie n'a pas gagné, mais elle n'a pas perdu non plus. Le même changement se voit dans les mouvements américains autour du Venezuela, liés à la doctrine Monroe, et dans les mouvements américains autour de Cuba. Le président Trump a récemment dit que Cuba pourrait être le prochain. Peut être que, au retour du Golfe, les porte-avions pourraient passer par Cuba, régler cela, puis retourner au port à San Diego. Que ce soit une blague ou non, le point central est que le monde peut maintenant imaginer des scénarios qui semblaient autrefois beaucoup moins probables. La Chine s'en prenant à Taïwan, la Russie s'en prenant à la Finlande, et des pays changeant rapidement d'alignement défensif. La Finlande et la Suède ont rejoint l'OTAN, les Émirats Arabes Unis ont quitté l'OPEP, le cartel pétrolier, et l'Iran, pendant la journée de Project Freedom, a attaqué une cible particulièrement importante, l'installation pétrolière de Fujairah. Dans ce style de géopolitique, peut être une blague, n'est souvent qu'une politique publique portant une casquette de campagne. Fujairah compte parce qu'elle se trouve à l'extérieur du détroit d'Ormuz. Le Golfe et le détroit d'Ormuz créent le point de passage, mais Fujairah permet un accès sans passer par le détroit. Avant la guerre, les Émirats Arabes Unis exportaient 4 à 4, 5 millions de barils et environ 3 à 3 millions et demi de ces barils venaient de Fujairah. Maintenant, ce chiffre est tombé à environ 1 million en raison de l'attaque iranienne. Cela montre à quel point tout est connecté. L'Iran ne frappait pas simplement au hasard. Il essayait de retirer l'avantage stratégique que les Émirats Arabes Unis et par extension les États-Unis avaient grâce à Fujairah. La seule grande chose que l'Iran a attaquée pendant Project Freedom, c'était cette installation pétrolière de Fujairah, qui est maintenant tombée à environ 1 million de barils. Il faut comprendre le monde comme une partie d'échecs en 3 dimensions. Les anciennes alliances, les anciens accords et les anciennes façons de faire des affaires changent très rapidement. En même temps, l'intelligence artificielle accélère de nombreux autres changements et c'est pourquoi le monde voit autant de résultats inattendus en ce moment. Pour l'avenir, la première grande leçon est le besoin de plus de résilience.
Personne ne sait exactement ce qui va se passer ensuite et personne n'a de boule de cristal. Pour les gens ordinaires, une conclusion pratique est de garder un peu plus d'argent liquide à portée de main et de rester plus liquide, parce que l'incertitude fait maintenant partie du système. Mais le monde dans son ensemble a aussi besoin de plus de résilience. Cela signifie des sources d'énergie plus diversifiées, des chaînes d'approvisionnement plus variées et des alliances plus multiples. Personne ne peut plus simplement dire qu'il comptera seulement sur les États-Unis ou seulement sur l'Europe ou seulement sur le Royaume-Uni. Tout le monde comprend que les choses peuvent changer. Même le Canada qui s'associe à la Chine à cause de la rupture entre le Canada et les États-Unis est quelque chose qui aurait autrefois été difficile à imaginer. Pourtant, cela se produit. Il y a beaucoup de développements inattendus, mais il y a aussi des occasions parce que lorsque le changement déplace l'équilibre du pouvoir, les premiers à bouger peuvent en bénéficier. Reste que la situation est angoissante. La géopolitique ressemble maintenant à un cycle quotidien où il y a une guerre ici, une guerre là, tout explose et l'incertitude ne s'arrête jamais vraiment. Le monde n'a jamais été parfait et il ne l'a pas été non plus récemment, mais il existe maintenant une incertitude plus profonde. Rien ne garantit que la prochaine chose sera meilleure. La prochaine chose pourrait être pire. Cette incertitude mène directement à Project Freedom. Cela a duré environ une journée, peut être deux, une journée de liberté. Il y a eu des blagues sur le nom parce qu'il semblait presque conçu pour attirer la critique. Le projet avait du potentiel, mais il n'a pas duré. Apparemment, la liberté vient maintenant avec une période d'essai de 24 heures et aucune garantie de renouvellement. Project Freedom avait du potentiel, mais la réalité sur le terrain est plus compliquée. Il existe un système appelé AIS, ou système d'identification automatique, par lequel les navires transmettent leur position. Il a été largement utilisé, mais au cours des 2 dernières semaines, et surtout depuis que l'Iran a attaqué des navires au mouillage, le nombre de navires qui coupent leur transmission dans le Golfe a augmenté de 600%. Ils le font pour se protéger et éviter d'être pris pour cible. Du point de vue des armateurs, le calcul est simple. Ils préfèrent être accusés de ne pas transmettre leur position plutôt que de risquer la vie de leurs équipages. Ils veulent vivre. Ils veulent protéger leurs gens. Mais lorsque les transmissions AIS chutent ainsi, il devient extrêmement difficile de comprendre ce qui se passe dans le Golfe sans capacité particulière. Voilà pourquoi le renseignement multisource est important. Windward AI utilise des images optiques, des images radars, des données de radiofréquence et d'autres sources pour comprendre ce qui se passe dans les océans et transformer tout cela en renseignement maritime. Pendant Project Freedom, quelques navires sont sortis. Un navire a tenté de partir par le corridor sud. Le côté nord est près de l'Iran, en pratique le poste de péage, tandis que le corridor sud est près d'Oman. Le côté omanais est profond, environ 4,25 mètres, et techniquement assez bon pour le transit. Ce navire a bougé vers 5h30 du matin, juste aux premières lueurs du jour, puis il a fait un grand demi-tour. L'hypothèse probable est que le CGRI l'a vu et l'a menacé, ce qui l'a poussé à rebrousser chemin. Le CGRI semble avoir envoyé de nombreux bateaux rapides, environ 90 de ces bateaux étaient visibles sur différentes images ce jour-là. Il y en a beaucoup en opération, grâce à un partenariat utilisant des images satellites à résolution de 30 cm provenant de venteurs, il est possible de voir presque tout ce qui flotte. Environ 90 bateaux rapides étaient personnellement visibles sur les images. L'amiral Brad Cooper du CENTCOM a aussi déclaré que des Seahawks et des Apaches avaient détruit 6 ou 7 de ces bateaux, mais cela place la situation au bord d'une guerre totale. Les Iraniens ne laissent rien sortir. Ils attaquent des navires, les États-Unis attaquent des Iraniens. C'est un moment délicat et quelqu'un a pris la décision de reculer et de poursuivre les négociations. Sans accès à toute l'information, il est impossible de juger si c'était bien ou mal, mais c'est ce que la situation a montré. C'est la partie qu'aucun slogan ne peut régler. Les bateaux sont réels, les missiles sont réels et la stratégie de pare-choc devient soudainement très silencieuse. Le public pouvait auparavant surveiller une partie de tout cela depuis partout dans le monde grâce à des outils comme Insights. Mais cela a changé. Les États-Unis ont coupé l'accès aux données satellites au-dessus du Golfe, sauf pour un très petit nombre d'organisations.
Depuis le 14 avril, les gens de la communauté du renseignement de source ouverte ne peuvent plus surveiller la zone de la même façon. Cela a provoqué un remous parce que cette communauté utilisait énormément de données satellites et maintenant l'accès au-dessus du golfe est restreint. Windward AI peut encore en voir une partie parce qu'elle travaille avec le gouvernement américain et d'autres parties. Elle fournit des données et analyse ce qu'on appelle les transits sombres, c'est à dire des navires qui deviennent invisibles en traversant le golfe. Cette analyse est publiée quotidiennement sur InSight Windward AI. Un jour donné, il y avait environ 5 navires sortants ou 4 entrants, en hausse par rapport à environ 0 et 2 la veille. Avant la guerre, la moyenne était d'environ 130. Le niveau actuel n'est donc qu'environ 3 ou 4% du trafic normal. Il y a eu une légère remontée, mais sans satellite actif, il est presque impossible de voir quoi que ce soit en ce moment. Voilà pourquoi des capacités de surveillance étendues sont nécessaires pour garder les yeux sur ce qui se passe. L'Iran a aussi créé ce qu'il appelle la Persian Gulf Strait Authority. C'est pas seulement une idée abstraite. Il y avait même quelqu'un qui publiait sur LinkedIn en disant que si quelqu'un voulait des services pour traverser le poste de péage, il pouvait l'appeler avec un numéro fourni. Les États-Unis ont répondu en disant que toute personne faisant cela serait sanctionnée. Si un armateur envoie des crypto-monnaies, des yuan, des roubles, des dollars ou tout autre paiement à quelqu'un qui fournit des services pour traverser le détroit, cela devient une collaboration avec l'Iran. C'est important parce que autrement, des armateurs pourraient décider que il vaut la peine de payer quelques millions de dollars pour faire sortir un équipage. D'un point de vue purement commercial, si une entreprise a un équipage de 20 personnes qui n'est pas rentré à la maison depuis 60 jours et une cargaison piégée dans le Golfe, payer quelques millions peut sembler raisonnable. L'entreprise peut ne pas se soucier de savoir qui reçoit l'argent, mais en affirmant que chaque navire qui paierait l'Iran serait sanctionné et que le propriétaire serait aussi sanctionné, les États-Unis ont bloqué cette voie très rapidement. Les sanctions, dans ce scénario, deviennent l'équivalent diplomatique de crier « c'est inacceptable » après que quelqu'un d'autre a déjà trouvé la facture. Il n'existe aucune preuve claire que des canaux iraniens publient publiquement quels navires transitent, même ceux qu'ils approuvent. Certaines informations existent, mais elles ne sont pas complètes. Il est extrêmement difficile de suivre exactement quel navire se trouve où, chaque jour et à chaque instant. C'est possible, mais c'est très coûteux. Et dans bien des cas, il n'est peut être même pas nécessaire de connaître chaque navire individuel qui entre ou qui sort. Avec l'industrie satellitaire et les capacités actuelles de renseignement, c'est davantage une question de choix que de capacité. La grande question est de savoir ce qui se passe si le détroit est effectivement fermé. Il existe une possibilité sérieuse d'un blocus de 4 à 6 mois. Pour comprendre l'Iran dans ce contexte, il faut comprendre que le régime est porté par le fondamentalisme chiite. La guerre Iran-Irak a duré environ 8 ans et a tué environ 1 million de personnes. L'Ukraine en est à 4 ans, avec peu, être un demi-million à 1 million de morts selon les estimations. Donc l'échelle et le rythme ne sont pas impossiblement éloignés. L'Iran a combattu l'Irak pendant 8 ans avant d'accepter un cessez-le-feu qui donnait à l'Irak une partie de ce qu'il voulait. Cette histoire compte parce que les fondamentalistes chiites ne fonctionnent pas comme des acteurs rationnels occidentaux. Ils ne jouent pas selon les mêmes règles. L'Iran compte environ 93 millions d'habitants. Le pétrole est absolument sa première source de revenus. Un blocus pourrait lui retirer 90% de ses revenus, mais l'Iran reste un pays de 93 millions de personnes. Quelques mois de blocus pourraient ne pas briser le régime. Cela peut absolument appauvrir l'Iran. Cela peut empêcher l'Iran d'investir dans des armes nucléaires ou des missiles balistiques. Cela peut rendre la vie en Iran profondément désagréable. Les vacances de luxe ne seront pas au rendez-vous. Mais l'argument de la monnaie a aussi ses limites. Les gens soulignent que le rial iranien vaut environ 8 millions de rials pour $1. Mais cela compte surtout lorsque quelqu'un quitte l'Iran. Si les gens restent à l'intérieur de l'Iran, ils vivent dans un pays d'environ 90 millions d'habitants.
plus grand que l'Allemagne et la France réunies. Il existe sûrement des endroits en Iran où les gens peuvent encore aller en vacances. Tout le monde en Iran n'est pas un fondamentaliste chiite. C'est un pays de 92 ou 93 millions de personnes, pas une population entièrement composée de méchants armés. Donc, même si ce n'est peu, pas agréable d'être iranien en ce moment, il n'existe aucune preuve factuelle, du moins aucune preuve factuelle claire, que le régime iranien va s'effondrer à cause de quelques mois de blocus. Les faits comptent ici, pas les opinions. Les faits, malheureusement pour certains, n'applaudissent pas sur commande dans les rassemblements. Cuba offre une comparaison utile. Cuba est beaucoup plus petite que l'Iran et beaucoup plus faible. C'est une île alors que l'Iran ne l'est pas. Les États-Unis limitent plus ou moins le commerce avec Cuba depuis les événements au Venezuela, depuis peu, être 45 jours. Cuba est beaucoup plus pauvre. C'est un pays communiste. Il n'a pas de pétrole. C'est pas une superpuissance régionale. Et pourtant, Cuba ne s'est pas complètement effondré. La vie y est peut être difficile, avec de l'électricité indisponible toute la journée, mais le régime ne s'est pas effondré. Peut être que les gens boivent encore des Cuba libres et dansent dans les rues, mais le point plus large est que la difficulté économique à elle seule ne brise pas automatiquement un système. Lorsque le fondamentalisme, l'idéologie religieuse et l'identité nationale sont en jeu, ils ne disparaissent pas rapidement à cause de la pression économique. Les États-Unis, pendant la Seconde Guerre mondiale, en sont un autre exemple. Après la Grande Dépression des années 1930, la vie aux États-Unis était difficile. Des millions de soldats américains ont combattu à l'échelle mondiale. Pearl Harbor a été un moment terrible. Mais les États-Unis se sont relevés, ont riposté et ont essentiellement sauvé le monde. Un ennemi commun peut unir un peuple au lieu de le faire s'effondrer. Alors, les États-Unis peuvent-ils maintenir un blocus contre l'Iran pendant 6 mois? Absolument. La marine américaine est la meilleure au monde. Mais les États-Unis pourraient aussi s'en prendre à chaque actif iranien à l'échelle mondiale, parce que l'Iran possède environ 150 millions de barils de pétrole déjà sur l'eau, encore en cours de livraison et de paiement. Si l'objectif est vraiment de priver l'Iran de son argent, alors il faut aussi cibler le pétrole déjà en circulation, pas seulement les exportations futures. Théoriquement, il existe de nombreux leviers économiques qui peuvent être actionnés contre l'Iran. Ces leviers peuvent infliger beaucoup plus de douleur et, combinés à un blocus, pourraient avoir un effet plus fort. Mais un blocus seul, selon le bon sens et les connaissances disponibles plutôt que selon du renseignement classifié, semble plus susceptible de modifier un comportement que de renverser une organisation ou de faire tomber un gouvernement. Peut être que cela peut finir par y parvenir, mais dans des cas comme la Corée du Nord, Cuba, la Russie et d'autres, la pression économique a souvent échoué à renverser les régimes. Voilà la partie embarrassante pour le camp de la pression maximale. Parfois la pression est maximale et le résultat reste minimal. Le Hezbollah au Liban est un autre exemple. Le Hezbollah subit une pression immense et des sanctions. Il combat Israël depuis 2 ans et demi. Les attaques par téléavertisseurs ont blessé des milliers de personnes, avec environ 4000 personnes touchées qui ont perdu des parties sensibles du corps ou leurs yeux. Pourtant, le Hezbollah tient toujours debout. Il n'a pas abandonné. Son moteur, c'est l'idéologie et la religion. L'Iran vit sous la République islamique depuis 47 ans. Quelqu'un qui a 48 ans en Iran n'a presque rien connu d'autre. Il y a des gens à peine plus âgés que 42 ans qui ont grandi entièrement sous le fondamentalisme chiite. Ils n'ont jamais connu autre chose comme réalité politique. L'Iran compte 2 générations complètes qui ne connaissent que le fondamentalisme chiite. Il n'est pas facile de faire tomber un régime de cette manière, surtout lorsque près de 90 millions de personnes ont vécu sous le même système pendant près de 50 ans. La guerre actuelle ressemble donc à une phase lente. Le monde attend la prochaine chose qui va se produire, attend que le blocus fasse effet, attend que l'économie iranienne soit encore plus endommagée et attend de voir ce qui viendra ensuite. C'est un jeu d'attente. Dans ce jeu d'attente, l'indicateur le plus important à surveiller est le trafic entrant et sortant du Golfe. Les parties concernées savent des choses que les observateurs extérieurs ne savent pas. Il existe des approbations discrètes et des accords silencieux entre différents pays. Il y a eu des informations selon lesquelles un navire émirati et un navire grec seraient sortis. Ces approbations discrètes
Ces arrangements silencieux pour faire bouger les choses prudemment et discrètement sont les signaux les plus intéressants. Voilà pourquoi la légère reprise du nombre de navires compte. Si le trafic augmente, même un peu, quelque chose se passe, peut être dans les négociations. C'est le meilleur indicateur. Certains navires pourraient passer par le corridor nord, qui est près de l'Iran. L'Iran aurait pu les attaquer. Les États-Unis, selon ce qui se passait sur ces navires ou autour d'eux, auraient aussi pu attaquer. Le fait qu'il y ait du mouvement suggère que les deux camps accordent peut être un peu plus de marge de manœuvre. C'est l'attente actuelle. Au bout du compte, les navires diront peu être la vérité avant le podium. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Pouvoir, vérité vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.